Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. La sororité, c'est d'avoir cette prémisse de toujours se ramener au fait qu'on a beaucoup plus en commun et que même quand une femme, on a de la misère à comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait, il faut comprendre qu'elle provient de sa vie, qu'on est en patriarcat. Le problème, c'est pas la majorité des femmes, c'est les hommes. Et on est censé travailler, pas contre, mais on est censé travailler à faire mieux ensemble pour qu'on soit respecté. Après le succès de la saison 1, nous avons été contactés sur les réseaux sociaux de La Vie en Rouge et au Mouvement d'Uni par de nombreuses personnes qui souhaitaient à leur tour enregistrer. Cette saison 2 accueille ainsi de nouvelles personnes, soit venues après avoir écouté le podcast, soit parce qu'elles étaient accompagnées par le Mouvement d'Uni et y ont vu la possibilité de s'exprimer publiquement sur leur histoire. Elles ont conçu et réalisé ces épisodes en choisissant les thématiques qu'elles voulaient aborder, en participant au montage et en s'engageant dans un mouvement collectif. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, Comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution. Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Saison 2, épisode 21, Sororité. Je m'appelle Valérie, j'ai eu la chance de participer à la première saison lors de mon dernier passage à Paris. J'ai connu l'exploitation sexuelle durant 6 ans et j'ai un peu plus de 20 ans de sortie. Lexi. J'étais dans une période prostitutionnelle jusqu'à mes 19 ans à peu près, ça a duré quelques mois. Vous êtes 2 survivantes. On voit une forme de sororité à l'œuvre, c'est-à-dire que les femmes ont été interdites de se parler entre elles pendant... ça fait partie des moyens du patriarcat, isoler les femmes. Et l'isolement prostitutionnel, c'est encore sa puissance 100, puissance 1000. Et là, vous faites le contraire, en fait. Pour moi, c'est la première fois que je parle avec... Enfin, c'est la première fois que j'enregistre avec quelqu'un là-dessus. J'avais déjà pu discuter un petit peu avec Rosaline et Alexine de pouvoir se trouver face à une personne qui est militante comme toi et d'exprimer tout ça sans avoir à déjà subir une forme de jugement parce que il y a beau avoir une forme de sororité dans le féminisme, étant donné qu'on n'est pas toutes d'accord sur les mots employés, sur les abolitionnistes ou pas, enfin voilà, c'est toujours un peu délicat d'aller vers une femme et de s'étendre sur ces sujets-là sans que ça provoque soit un débat, soit un jugement moral majeur. Donc c'est vrai que ça détend. Ouais, on savait d'entrée de jeu de s'être entendus l'une l'autre qu'on avait des bases en commun, mais là, on se découvre aujourd'hui un grand intérêt pour la santé, puis toute la sphère kiné, etc. C'est super cool. Ça, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un outil vraiment important. J'encourage les femmes à creuser ça en parallèle de la guérison émotionnelle aussi. Et puis sinon, la militance, oui, c'est pas évident. Il y a énormément de scissions internes au sein du féminisme. Et puis, il faut avoir cette prémisse de sororité. Par exemple, quand on voit une femme qui n'est pas rendue à la même place que nous sur certains sujets ou alors qu'il y a des résistances. Je dis en exemple une femme qui est mariée avec un homme puis qui a eu des garçons. Va avoir tendance à avoir une chasse gardée. Il y a des fois la difficulté à avoir un regard vraiment critique sur les hommes parce qu'elle aime profondément plusieurs hommes dans sa vie intime. Tandis que on peut trouver que celles d'entre nous qui sont plus un profil de lesbienne très détachée du regard des hommes, on peut sembler peut-être un peu trop rough des fois. Moi, quand une femme ne pense pas de la même manière que moi, ça me dérange pas. Ce que j'ai besoin, c'est qu'elle m'explique son raisonnement, que je comprenne qu'elle provient de sa vie, puis qu'elle me dise, moi, je pense comme ça parce que tel point. Puis on peut en rester là. Je peux dire, moi, je pense comme ça à cause de tel raisonnement. Okay. Donc, je proviens de ma vie, tu proviens de la tienne. Puis ça, c'est ça le vrai respect dans la conversation. Oui, c'est ça. Et puis de se dire,
j'ai aucun intérêt à te mettre à mal en tant que femme parce que je suis une femme aussi. Le problème, c'est pas la majorité des femmes, c'est les hommes. Et on est censé travailler, pas contre, mais on est censé travailler à faire mieux ensemble pour qu'on soit respecté, pour qu'on soit plus battu, violé. Et c'est ça qui est hyper chiant, c'est que quand tu sors des sphères militantes, même si on a nos désaccords, on tombe quand même sur des femmes qui, comme tu le dis, sont pas rendues là. Et c'est hyper triste à voir. Enfin, moi, de mon jeune âge, entre guillemets, je me dis, waouh, enfin, qu'est-ce qu'elles ont vécu pour être rendues si bas dans leur propre estime, pour s'attaquer à des femmes, alors qu'on peut potentiellement vivre les mêmes choses. Enfin, et je pense, là, je sais pas pourquoi j'y pense, mais aux femmes qui ont voté pour Donald Trump, par exemple. Ouais, c'est dur. Je me dis, waouh, attends, le mec, il supprime se détester soi-même à ce point. Quand t'es une femme qui déteste les femmes, ça veut dire que t'en penses quoi de toi? Enfin, est-ce que tu penses que tu vaux moins que rien? Enfin, alors que de l'autre côté du monde, t'as des femmes qui attendent juste de pouvoir parler entre elles et aller à l'école et puis pouvoir avoir des opportunités. Ouais, j'ai vu récemment, par exemple, avec, je vais mal dire son nom, Ahou Daraye. Oui, c'est la jeune femme. Désolée, si je ne l'ai pas écrit devant moi, je ne sais pas le dire. Donc, c'est ça, la jeune femme iranienne qui, en protestation, a enlevé ses vêtements. Oui, les femmes peuvent être les suppôts du patriarcat. Les femmes peuvent imposer aux autres femmes aussi pire. Mais moi, j'ai de la peine pour elles, qu'elles soient colonisées à ce point puis que leur stratégie de survie, c'est la même chose qu'une femme qui choisit, entre guillemets, d'être proxénète. Sa façon de s'extirper et de ne plus être victime, c'est d'imposer le patriarcat. Oui, c'est sûr que les femmes extrêmement voilées là-bas qui vont appliquer ça aux autres femmes puis qui vont peut-être même être pires, dans le sens de les battre puis les humilier et tout. C'est dur de rester dans la sororité. C'est pour ça que je dis toujours le livre « Les femmes de droite » de Andrea Dworkin aide vraiment à comprendre comment des femmes choisissent d'être un peu les suppôts du patriarcat. C'est une stratégie de survie. C'est ça, c'est que ça. Donc, j'essaie d'avoir cette douceur-là. Il faut penser à la stratégie de l'agresseur. Et la stratégie de l'agresseur est d'empêcher les femmes d'accéder à la bienveillance et à la sororité. La sororité, c'est d'avoir cette prémisse de toujours se ramener au fait qu'on a beaucoup plus en commun et que même quand une femme... on a de la misère à comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Il faut comprendre qu'elle provient de sa vie, qu'elle a les outils qu'elle a, qu'on est en patriarcat, le patriarcat, il essaie de la placer dans un rôle et que c'est l'intérêt du patriarcat de faire opposer les femmes les unes contre les autres. D'ailleurs, c'est les meilleurs à appliquer le patriarcat, c'est les autres femmes qui auront bu la soupe. Donc, c'est pas facile, mais c'est comme une prémisse qu'on choisit d'avoir, de dire, je vais essayer de me rappeler que je suis là pour défendre et libérer les femmes en tant que classe sexuelle et que il y a tous ces jeux-là qui se jouent en arrière-plan, puis il faut rester dans l'empathie. Voilà. Mais c'est dur, c'est pas facile, là, tu sais, je peux dire, même moi, j'ai encore une certaine forme de misogynie internalisée dans la mesure où je m'attends qu'un père soit un mauvais père, mais j'ai encore un standard plus élevé pour les femmes. J'ai encore plus de misère quand une femme est pas une bonne mère ou qu'elle n'est pas présente. Mais tout de suite, je suis capable de me reprendre, de dire oui, mais elle a ses conditions de vie, elle a son trauma, peut-être qu'elle a été obligée d'avoir un enfant qu'elle désirait pas, peu importe. Donc. Mais je suis plus dure avec les mères qu'avec les pères et j'aime pas ça de moi. C'est une des dernières choses qui me reste, je pense, à travailler. Il y a toute cette chape de la société qui implique qu'une femme doit être une bonne mère. Mm-hmm. Ouais, voilà. Et être une bonne mère, c'est se sacrifier pour ses fils. C'est ça, c'est toujours ça, ouais. Se sacrifier pour ses fils et dire à ta fille que tu la trouves grosse dans son jean. Ouais. Je pense que ça passe par avoir un sens de soi qui est très solide, en premier, parce que ça nous évite la compétition, tous ces trucs-là. Et puis ensuite, c'est de vraiment connecter avec les femmes et de comprendre. Parce que tu me racontes ton vécu de jeune femme de 20 ans, puis autant ça résonne pas avec mon vécu actuel de femme qui n'a rien à foutre de l'opinion des hommes, je le sais que ce que tu dis est pertinentissime parce que c'est ce que presque toutes les jeunes femmes de ton âge sont en train de traverser. Donc, il faut que ça soit entendu, que ça soit nommé. Je pense que mon vécu est peut-être moins comme relatable. Il y a peut-être moins de gens qui vont s'identifier à mon vécu, mais définitivement
beaucoup plus au tien. Puis toutes les histoires sont pertinentes. Faut pas qu'on se compare entre nous dans des gradients de... Tu sais, par exemple, j'ai pas eu de proxénète puis j'ai pas eu d'emprise amoureuse. Donc, je pourrais me comparer à une femme qui a eu un proxénète duquel elle était très amoureuse puis qu'elle s'est vraiment fait avoir, puis trouver que son histoire est pire que la mienne. Parce qu'au moins, moi, je me suis pas leurrée amoureusement parce que je compartimentais l'amour et la prostitution, c'était vraiment deux. Mais elle a pu écouter mon vécu puis dire « J'en reviens pas que ton père était ton chauffeur. » J'ai créé des what the fuck vraiment souvent aux gens sans m'en rendre compte. Parce que, tu sais, quand on parle des choses puis on est très distancié de ça, on peut en parler avec un détachement qui choque la personne. Quand les gens apprennent que j'ai vécu de la prostitution, il faut que je respecte le fait que pour eux, en ce moment même, ils sont vraiment ébranlés. Même si pour moi, c'est super vieux. Fait que j'essaie d'avoir cette délicatesse-là de comprendre que là, oh, OK. Et puis moi, avant, ça arrivait souvent que je me promenais avec quelqu'un, ami ou même copain. Puis là, je disais, ah ouais, je me suis déjà prostituée sur ce coin de rue-là. Puis là, moi, c'était comme juste une anecdote, mais pour eux, ils visualisaient, oh my God, toi. Puis ils n'arrivent pas à faire sens de ça. Puis c'est comme, oh, ils sont vraiment affectés. Au pire, je disais, j'ai amené un copain chez moi. Puis là, j'y apprenais que mon père et mon voisin qui étaient à une porte de moi. Là, oublie ça, là, lui, là, ça affectait même sa vie sexuelle. Mais moi, je réalisais pas. J'étais complètement déjantée. Je comprenais pas comment ma vie était surréelle jusqu'au jour où je suis allée à Vancouver. Et là, j'ai été au contact d'une survivante qui s'appelait Trisha Bapti, qui milite beaucoup au Canada, qui est aussi une survivante autochtone. Et là, son vécu à elle m'a fait vivre le what the fuck que moi, j'ai toujours fait vivre aux autres. Parce qu'on se promène dans le downtown East Side à Vancouver, qui est le pire du pire du pire. C'est là où le tueur en série Robert Pickton trouvait ses victimes. Puis elle me montre le coin de rue où elle s'était prostituée et moi, j'arrivais pas, j'en revenais pas. Je visualisais le tueur en série qui rôde, qui trouve une quarantaine de femmes autochtones et qui les tue. Puis j'étais partie dans ma tête. Tu vois, c'est hyper drôle parce que vraiment, avant que tu arrives tout à l'heure, on en discutait avec Sandrine et je lui ai dit à peu près la même chose, c'est que moi, du coup, je suis à l'aise avec mon vécu maintenant. Enfin, je peux en parler, voilà. Et c'est vrai que des fois, au détour d'une conversation, on va parler de prostitution. Et là, moi, je balance mon histoire. Et je vois les yeux des personnes. Et en fait, sur le coup, moi, j'ai du mal justement à avoir cette délicatesse de me dire que ça les ébranle. Parce que je me dis, tu l'as pas vécu. Alors, ne commence pas à te faire des films. Mais en même temps, j'arrive pas à m'imaginer que je suis assez importante pour ces personnes pour que ça les ébranle. Tu vois, enfin, c'est tout ce que je disais depuis le début, c'est qui je suis, où est ma place, à quel point je suis légitime, à quel point je m'estime. Quand je parle de cette période, j'y retourne émotionnellement et c'est une période où je m'estime pas. Ouais. Et donc du coup, quand j'en parle, voilà, je rigole ou alors je le dis de façon très détachée et j'arrive pas à percevoir chez les autres l'empathie. Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les autres, mais j'arrive pas à percevoir l'empathie que les autres ont pour moi. Ton chemin est tout tracé devant toi. Ouais, tu sais sur quoi travailler. Ah bah oui, je sais. Mais c'est fou, hein? Toute ma reconstruction est basée là-dessus, sur ne voir que dans le regard des autres, je suis pas un objet et je suis pas quelque chose sans sentiment et sans personnalité. C'est que dans le regard des autres, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a aussi de la considération et l'envie de savoir qui je suis. Fascinant. À fond. On a envie de savoir qui tu es. Et je pense que je te trouve assez lumineuse. On est quand même des personnes optimistes qui sont légères, qui aiment rire, qui aiment la vie, la beauté. Donc, ça, des fois aussi, ça choque les gens. On dirait qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on ait la charge émotive lourde et la tristesse. C'est comme les personnes dépressives. Ouais. Parce que j'ai des moments où je peux être déprimée, mais ma nature réelle, c'est d'assez rapidement me ressaisir, remettre ça en perspective, de dire, bon, tu te sens comme ça maintenant, tu sais très bien que demain, ça va aller mieux. Tu es capable de raisonner que, en fait, même c'est légitime les émotions que tu vis, tu as le droit de les vivre. C'est comme la colère. Des fois, les gens ont l'impression que pour que ta colère soit communiquée comme légitime, il faut que tu aies la charge émotive. Faut que tu cries. Mais moi, je fais pas ça. Parce qu'au contraire, je sais que la personne n'est pas capable de m'écouter. Elle est agressée par ma livraison de mon message. Donc maintenant, je suis capable de dire, ça me met en rogne, je suis vraiment en colère de telle ou telle chose, mais je le dis avec ce ton-là. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis. Enfin, ça me fait beaucoup, beaucoup de sens. Vivre dans le présent et exprimer ses émotions, comme tu dis, c'est pas forcément de tout faire péter, parce que justement, ça veut dire que tu es encore dans cette
dans cet espace d'avant-guérison où tu sais pas bien trop où ça se trouve. En plus, la colère, c'est lié à quoi? C'est lié à une frustration sur quelque chose, c'est lié à une grande tristesse, c'est lié à même une dissociation, une séparation de ton corps, et du coup, t'arrives pas à l'exprimer. Donc, on pourrait faire ça toute la journée, de décrire les émotions profondes. Déjà d'être capable de les nommer, parce que ça fait partie du gros travail d'apprendre à mettre les mots sur les choses, nommer les émotions. Pendant longtemps, je vivais beaucoup de colère, mais en fait, c'était pas la vraie émotion. La vraie émotion, c'était de la peine et du deuil. C'est ça. Mais la colère, c'était le symptôme qui sortait. Donc, nommer les émotions, ça fait vraiment partie de la guérison. Le processus, ouais. Carrément. Nous, Alexine, Amani, Ambre, Amina, Anne, Esther, Favor, Grace, Hope, Lexi, Rosalie, Rosen, Sabine, Valérie et frères de banquise, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour faire entendre ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous vivez ou avez vécu de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous voulez en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Retrouvez toutes les informations sur les extraits sonores et témoignages évoqués dans la description de l'épisode. Cette saison 2, comme la première, a été entièrement conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution, avec le soutien financier, logistique et éditorial du Mouvement du Nid. Dans cette saison, vous entendez aussi la voix de Sandrine Goldschmidt, rédactrice en chef de la revue Prostitution et Société, qui dialogue avec les nouvelles personnes enregistrées. Au montage, les conceptrices du podcast ont été également épaulées par Bertrand Boissimon, réalisateur-monteur, et Céline Muller, productrice. Les épisodes ont été enregistrés au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Nous remercions tous les services civiques qui nous ont facilité le travail. Merci à la Fondation des femmes pour son soutien indéfectible aux femmes victimes de violences. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.